Bonjour, bienvenue à cette troisième séance de notre cours POL 205, Institutions et Société canadienne. Une séance qui sera consacrée à la Constitution canadienne. Exceptionnellement, elle-même sera divisée en deux parties, dont voici la première. Donc, j'aimerais ici y aller avec d'abord une définition assez générale. Nous avons l'occasion de parler de cette question déjà. En quoi consiste d'abord une Constitution? Donc, une Constitution, c'est en quelque sorte la loi fondamentale d'un État. Un État existe dans la mesure où il est constitué et ce qui constitue cet État, c'est ce qu'on appelle une constitution ou, dans le cas canadien, une loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle, c'est en quelque sorte la loi des lois. Hein? C'est le cadre général qui fixe les lois, qui fixe les règles de fonctionnement de l'État, qui détermine, par exemple, qui détient quel pouvoir, qui fait quoi, qui va déterminer, par exemple, dans le cas canadien, puisqu'il s'agit d'une fédération, quels sont les pouvoirs qui appartiennent au gouvernement fédéral et quels sont ceux qui appartiennent aux provinces. Donc, on aura ici les grands principes vont se retrouver, par exemple, dans la Constitution. On pourra fixer, ce qui n'est pas le cas canadien, mais généralement, on déterminera quel est le nom, au nom et au cours de l'État. On pourra déterminer, par exemple, quel est son hymne national, quelle est la langue officielle de cet État. Donc, tous les éléments qui sont vraiment au cœur de l'État. Donc, vraiment, la loi des lois, c'est un peu la manière très simple de définir en quoi consiste une constitution. Dans le cas qui nous intéresse ici, il faut voir que le cas canadien est un peu particulier puisque nous avons ce qu'on appelle une loi constitutionnelle. Ce qui régit encore le Canada aujourd'hui, c'est la loi constitutionnelle de 1982. Donc, cette loi, elle est un élément parmi d'autres de ce qu'on appelle la Constitution canadienne. La Constitution canadienne, c'est beaucoup plus que simplement cette loi. Parce que ça comprend aussi des coutumes, des conventions, des pratiques non écrites, des lois même ordinaires du Parlement. Tous ces éléments, et en fait, ils sont si nombreux qu'on ne peut même pas savoir exactement en quoi ils consistent, forment ce qu'on appelle la Constitution du Canada. Et parmi cette constitution, dans cette constitution, il y a une loi particulière qui porte un nom, qui s'appelle la loi constitutionnelle. Il faut bien comprendre, la plupart des républiques, le Canada est une monarchie, j'insiste, la plupart des républiques ont ce qu'on appelle une constitution, qui est un élément qui fixe clairement quelles sont les lois, quels sont les principes du pays, de manière beaucoup plus succincte que le cas canadien. Le Canada est l'héritier d'une pratique constitutionnelle qui est celle de la Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne n'a pas formellement de constitution. C'est-à-dire qu'elle est régie par un ensemble de lois. Mais il n'y a pas en Grande-Bretagne une telle chose qu'une loi constitutionnelle de la Grande-Bretagne. Ça n'existe pas. Hein? Il n'y a que des coutumes, des pratiques non écrites qui régissent le fonctionnement du parlementarisme britannique. Donc le Canada est à mi-chemin parce qu'il a une loi constitutionnelle, mais cette loi-là n'épuise pas tout le sens de la Constitution canadienne. Et il y a de très nombreuses pratiques qui régissent aujourd'hui encore la Constitution canadienne. Donc, c'est assez complexe tout ça, mais c'est un peu à quoi correspond le Canada. Autre chose intéressante aussi, c'est qu'au moment où le Canada va être constitué le 1er juillet 1867, à ce moment-là, ce n'est pas le Canada qui se donne sa propre loi constitutionnelle. Hein, jusqu'en 1982, jusqu'au moment du rapatriement de la Constitution, on va revenir tantôt, à ce moment-là, la loi constitutionnelle qui régit le Canada, elle s'appelle à l'origine, en anglais seulement, British North America Act, BNAA. Donc, cet acte est simplement une loi du Parlement de Londres. Donc, les parlementaires britanniques vont légiférer pour organiser les affaires constitutionnelles de cette colonie lointaine outre-Atlantique qu'on appelle à ce moment-là le Canada. C'est jusqu'en 1982, donc, la Constitution du Canada n'est qu'une simple loi du Parlement de Londres. Là, le problème que se posait là, c'est qu'à toutes les fois que les parlementaires du Canada voulaient procéder à des modifications, ça arrivait de temps en temps, là, voulaient procéder à des modifications de leur propre constitution, de leur propre loi constitutionnelle, ils devaient toujours s'en remettre aux parlementaires de Londres, leur demander que
qu'ils modifient leur propre loi qui aurait pour effet de modifier la façon de faire au Canada. Donc, en procédant au rapatriement en 1982, on a donc réglé cette question. Mais la question est assez complexe parce que lorsque Pierre-Éliott Trudeau, qui est à ce moment-là premier ministre du Canada, s'engage formellement à procéder au rapatriement de la Constitution, l'un des enjeux, c'est lorsqu'on va procéder à ce rapatriement, comment on va procéder pour la suite des choses lorsque viendra le temps de l'amender, c'est-à-dire de la modifier. Donc, c'est tout l'enjeu autour de ce qu'on appelle la formule d'amendement. On veut revenir tantôt sur cette question, gardez à l'esprit la formule d'amendement. Mais aussi, lorsqu'on procède au rapatriement en 1982, on va en profiter pour y ajouter d'autres éléments qui n'existaient pas dans l'acte de l'Amérique de l'Or du Britannique, le British North American Act de 1867. Donc, on ne procède pas à une modification en profondeur de la Constitution. Le BNA Act va demeurer essentiellement le fondement de la Constitution de 82. Mais la loi constitutionnelle de 82, c'est le BNA Act plus d'autres éléments. On va revenir tantôt sur cette question. Il faut bien comprendre d'abord sur la question du rapatriement. La question est assez complexe et elle engage des acteurs politiques aux visions politiques diamétralement opposées. Donc, en 1981, lorsqu'on débute les négociations, nous sommes en novembre 1981, les représentants des provinces canadiennes et du gouvernement canadien se réunissent pour l'occasion au Château Laurier à Ottawa. Des négociations ont cours, elles sont fastidieuses, et finalement, on est incapable de s'entendre sur une procédure d'amendement, de rapatriement de la Constitution. Il va s'en suivre de discussions très tard dans la nuit, un certain 4 novembre 1981, où là, à ce moment-là, les représentants des 9 provinces canadiennes anglaises et le gouvernement canadien, à l'exclusion du gouvernement du Québec, parce qu'à cette époque, les représentants du gouvernement du Québec ne logent pas au Château-Laurier, ils logent plutôt du côté de Hull, aujourd'hui Gatineau, donc ils séjournent au Québec plutôt que de séjourner à Ottawa pour les besoins de la conférence. Donc, dans cette nuit du 4 novembre 1981, les représentants des 9 provinces anglophones du Canada ainsi que le gouvernement fédéral vont s'entendre sur une entente constitutionnelle qui va permettre d'ajouter une formule d'amendement et d'autres éléments. Ça va nous donner la loi constitutionnelle de 1982. Bon, le problème qui se pose ici, c'est que le Québec est exclu des négociations. Et lorsque, à cette époque, le premier ministre du Québec, René Lévesque, à la tête du Parti québécois, un parti souverainiste, l'année précédente, en 1980, avait perdu le référendum sur le projet de souveraineté association. Donc, évidemment, René Lévesque et Pierre-Éliott Trudeau sont à couteau tiré, puisque bien sûr, ce sont deux opposants, deux adversaires politiques. René Lévesque, lorsqu'il arrive le 5 novembre 1981 au Château-Laurier pour entamer une nouvelle ronde de négociations, il apprend de la bouche des journalistes que les représentants des provinces canadiennes, anglaises, se sont entendus sur un projet de constitution. Il apprend comme ça, là. Donc, évidemment, ils rompt automatiquement les négociations. Ils quittent la conférence constitutionnelle. Et depuis le 5 novembre 1981, aucun des représentants du gouvernement du Québec n'a ratifié la loi constitutionnelle de 1982. En 2021, c'est toujours pas fait. Aucun des premiers ministres du Québec, qu'ils soient fédéralistes, souverainistes ou autonomistes, comme on le voit aujourd'hui avec François Legault, ont ratifié la loi constitutionnelle de 1982. En pratique, ça ne pose pas un problème insurmontable. Le Québec a continué de faire partie du Canada, de respecter la Constitution canadienne, mais il y en aura pas moins que ça pose un problème lorsque viendra le temps de modifier cette loi constitutionnelle. En venant le cas où le Canada désirerait modifier la loi constitutionnelle, il faudrait au préalable qu'ils s'entendent avec le Québec pour que le Québec puisse ratifier cette loi. On n'en est pas là. Des efforts ont été consentis avec ce qu'on appelle l'accord du lac Meach dans les années 90, 87 et ratification en 90, qui s'est soldé par un échec, qui a conduit à la résurgence du mouvement souverainiste, qui s'est traduit en 1995 par un référendum presque gagné par le camp indépendantiste au Québec. Donc, je épargne cet aspect-là de la discussion parce qu'on va y revenir lorsqu'on va consacrer une séance au nationalisme québécois. Mais pour l'instant, juste bien comprendre l'origine de la loi constitutionnelle de 82, comment nous avons procédé à l'époque
pour son adoption. Donc, nous avons en 82 un projet de loi qui est adopté, ratifié par toutes les provinces canadiennes à l'exception du Québec, ainsi que le gouvernement fédéral. Pour l'anecdote, cette réunion qui se tient dans la nuit du 4 novembre 81, l'historiographie canadienne-anglaise appelle cet événement « The Kitchen Meeting ». Ils se sont réunis dans la cuisine du Château-Laurier pour faire cette discussion. Dans l'historiographie québécoise officielle, on désigne plutôt cet événement comme étant la nuit des longs couteaux. Évidemment, une connotation beaucoup plus négative. L'expression nuit des longs couteaux, elle existe déjà. Elle s'applique dans ce cas-ci à l'Allemagne dans les années 30, à la montée au pouvoir du Parti nazi. Le Parti nazi, à l'origine, est fondé de deux groupes paramilitaires, les SA ainsi que les SS. Les SS, on les connaît, bien sûr, par la suite, ils vont demeurer. Mais à ce moment-là, les SA étaient devenus, aux yeux de Hitler, incontrôlables. Donc, dans une nuit fatidique, il va mandater les SS pour aller éliminer physiquement les chefs des SA. Pour mettre fin, bien sûr, à l'existence de cette troupe paramilitaire des SA. C'est ce qu'on appelle, donc, dans l'historiographie allemande, la nuit des longs couteaux. On va reprendre l'expression au Québec, et c'est pour l'appliquer à ces discussions au concours en novembre 81, au moment du rapatriement de la Constitution. Donc, l'acte de l'Amérique du Nord britannique est constitué de 147 articles auxquels on va y ajouter les éléments suivants. Donc, on a 1982, c'est égal quoi? L'acte de l'Amérique du Nord britannique plus. Je nomme, et ensuite je vais y revenir sur ce que ça signifie. D'abord, une charte des droits et libertés. 2, une section qui est consacrée aux droits des peuples autochtones. 3, un programme de péréquation. Et enfin, une procédure de modification de la Constitution. Autrement dit, ce que j'ai nommé plus tôt, une formule d'amendement. Donc, 82, acte de l'Amérique du Nord britannique, plus ces 4 éléments. Allons-y donc, un après l'autre. D'abord, le Canada va se doter en 82 de ce qu'on appelle la Charte canadienne des droits et libertés. Il n'est pas le précurseur. Le Québec s'était doté d'une Charte des droits de la personne en 1975, donc avant 82. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle est fondée en 1949, va se doter d'une Charte des droits et libertés. La première grande déclaration de droits est celle, on la doit aux révolutionnaires français en 1789, qui vont déclarer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lorsque les États-Unis vont faire l'indépendance des États-Unis, ils vont adopter un peu plus tard, quelques années après, un Bill of Rights qu'ils vont inscrire dans leur propre constitution. Donc, Déclaration des droits de l'homme, Charte canadienne des droits et libertés, Bill of Rights, ce sont tous des documents juridiques qui stipulent l'existence de droits individuels inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être aliénés, qu'ils ne peuvent pas être modifiés, qu'un gouvernement ne peut pas modifier. Donc, c'est ce qu'on appelle ici des droits individuels inaliénables. Lorsqu'on adopte cette Charte des droits et libertés au Canada, ça ne se fait pas si simplement. Pourquoi? D'abord parce que bon nombre de parlementaires qui sont attachés aux pratiques du parlementarisme britannique, où il n'existe pas de Bill of Rights, il n'y a pas de Charte des droits et libertés en Grande-Bretagne. Bien sûr, les citoyens britanniques sont protégés par une foule de dispositions qui protègent leurs droits individuels, mais il n'y a pas dans le droit britannique, dans la Constitution britannique, un Bill of Rights ou une déclaration de droit. Pourquoi? Parce que dans la pratique du parlementarisme britannique, les parlementaires sont souverains. Ils détiennent un pouvoir absolu. Et une charte des droits viendrait en quelque sorte qu'encadrer ce pouvoir et donc le limiter. Donc, les parlementaires britanniques n'en voulaient pas, ils n'en veulent toujours pas, et bon nombre de parlementaires canadiens n'en voulaient pas non plus de cette charte. Mais aujourd'hui, on l'a vu, elle a été abondamment adoptée, si bien qu'elle fait aujourd'hui partie de l'identité canadienne. La plupart des nationalistes canadiens sont assez fiers de cette charte des droits, qui vient en quelque sorte, qui est un élément déterminant aujourd'hui de l'identité canadienne depuis 1982. Mais encore là, j'insiste, lorsqu'elle est adoptée, elle ne fait pas l'unanimité, loin de là. Et pour illustrer en fait les limitations que vient poser cette charte, je vais me servir d'un exemple. Si on adopte une telle charte, qui va interpréter cette charte en cas de litige? Les pouvoirs judiciaires, donc les juges. Et à ce moment-là, on vient qu'octroyer aux juges de la Cour suprême. Au Canada, les juges de la Cour suprême
agissent comme juges de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de Cour constitutionnelle au Canada. C'est la Cour suprême qui s'occupe des matières constitutionnelles. Dans d'autres pays, il y a des cours constitutionnelles distinctes. Au Canada, il n'existe pas. Donc, les juges de la Cour suprême sont eux-mêmes juges du caractère constitutionnel ou pas d'une loi. Donner un exemple bien concret. En 2008, un certain Barrett Richard Jordan était arrêté en Colombie-Britannique en possession de drogue et il s'apprêtait à vendre cette drogue. Il est arrêté, donc en vertu du Code criminel canadien, une matière de drogue, donc il fait face à la justice pénale. Il va connaître son sort en février 2013. Il sera reconnu coupable. 49 mois après son inculpation, après le délit. Donc, après le crime. Donc, on a 49 mois qui s'écoulent. Ses avocats vont porter sa cause en Cour suprême en appel en évoquant le fait que le délai de traitement de son dossier était déraisonnable. Mais précisément, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit, je cite, « Tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. » Ces avocats ont réussi à convaincre les juges de la Cour suprême que le délai de 49 mois en était un déraisonnable. Et à ce moment-là, il a été acquitté. Il n'a pas été reconnu coupable. Toutes les charges contre lui sont tombées. Donc, l'arrêt Jordan, et là, dans le jugement de la Cour suprême, on précise, un délai raisonnable est fixé à 30 mois en matière criminelle. Donc, et 18 mois pour les matières de délit qui se rapportent aux cours provinciales. Concrètement, on a vu récemment, il y a eu des procédures qui avaient été intentées contre l'ex-premier ministre du Québec, Nathalie Normando. Toutes les charges ont été abandonnées contre elle parce que ses avocats ont réussi à démontrer, à l'aide de ce qu'on appelle aujourd'hui l'arrêt Jordan, que les délais de traitement pour sa propre cause étaient déraisonnables. Donc, on a connu beaucoup de causes comme ça qui sont tombées, littéralement, en raison de l'arrêt Jordan. Donc, vous voyez comment les juges sont en mesure de faire tomber une loi du Canada ou une pratique canadienne en exerçant un pouvoir qui va bien de-delà du pouvoir qui était le leur avant l'instauration d'une Charte des droits et libertés. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés va venir quand même changer pas mal la donne en matière criminelle, bien sûr, mais aussi en matière de conception du pouvoir politique. Donc, toutes les lois canadiennes, avant d'être adoptées, doivent l'être et elles doivent se conformer à la Charte canadienne des droits. Et bien sûr, qui détermine si c'est conforme aux chartes? Là, bien sûr, on peut être sujet à interprétation ici. Si un juge avait déterminé que 49 mois n'est pas un délai déraisonnable, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu l'arrêt Jordan et on n'aurait pas fait tomber les charges pour bon nombre de personnes qui étaient accusées à ce moment-là. Donc, cela en tient à une lecture, une interprétation de la Charte des droits et libertés. Donc, ça vient quand même modifier de manière considérable le jeu politique canadien. Donc, ça, c'est pour le premier élément qui est ajouté à l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour nous donner la loi constitutionnelle de 82. Deuxième élément, le droit des peuples autochtones. Donc, ces droits, c'est que la Constitution canadienne n'avait jamais précisé que les Autochtones avaient certains droits en vertu de certains traités qui avaient été adoptés, ratifiés au fil du temps depuis l'existence du Canada. Donc, en 82, on veut simplement rectifier cette question et à ce moment-là, on va inscrire à l'article 35 que, par exemple, les droits existants, ceux ancestraux ou issus de traités, ceux ancestraux sont ceux précisément qui ont été négociés entre le pouvoir impérial britannique après la conquête ou même héritiers des négociations qui ont eu cours entre la cour française, la cour de France, et les peuples autochtones qui habitaient le territoire canadien à cette époque. Donc ça, ce sont des documents qui ne sont pas par écrit. Donc c'est plus nébuleux, c'est plus sujet à interprétation. Ceux issus de traités, donc ceux formalisés, ratifiés formellement par à la fois le représentant de l'Empire britannique ou de l'Empire français et des peuples autochtones eux-mêmes. Donc, les droits existants des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. On ajoute, il est entendu que sont compris parmi les droits issus des traités, dont il est fait mention au paragraphe 1, les droits existants issus d'accords sur les revendications globales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. Donc, on ouvre la porte à ce que les prochains traités, accords qui vont être négociés avec les peuples autochtones vont intégrer la Constitution canadienne. Donc, ça donne évidemment un pouvoir très large ici aux droits autochtones. Enfin, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits visés au paragraphe 1 sont garantis également aux personnes de deux sexes,
C'est une précision aussi qui est adoptée pour se conformer à la Charte des droits et libertés, alors que dans le droit, la pratique à l'époque autochtone, il fait exister une pratique qui octroyait à la mère ou au père, donc le régime matrilinéaire ou patrilinéaire, des pouvoirs plus grands pour l'homme ou la femme. Donc, pour éviter tous ces problèmes et pour se conformer à la Charte des droits et libertés qui précise que l'homme et la femme sont égaux, à ce moment-là, on a précisé ici, dans cet élément, l'article 4, cette question pour éviter tout litige à venir. Donc, on a l'acte d'élection britannique. On y a ajouté la Charte canadienne des droits et libertés. On y a ajouté les droits des peuples autochtones. On y ajoute ensuite le programme de péréquation. Donc, la péréquation, elle, c'est un programme qui est institué et maintenant formalisé, inscrit dans la Constitution canadienne, par lequel des provinces vont recevoir des sommes d'argent pour offrir à leurs citoyens des services équivalents. Je cite, le programme vise. Le programme vise à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d'assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparable. Vous voyez, les mots sont bien choisis ici. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que les services sociaux sont offerts aux Canadiens par les provinces, en vertu de la répartition des champs de compétences prévus dans les articles 91-92 de la Constitution canadienne. On va revenir à la prochaine séance là-dessus. Donc, les provinces doivent fournir des services sociaux sous plusieurs formes, que ce soit des soins de santé, que ce soit des services de garderie, d'autres types de soins. Donc, tous ces services sont offerts aux citoyens par les provinces. Mais le gouvernement fédéral, lui, est un acteur important dans la levée des impôts. Donc, le gouvernement canadien s'accapare d'une bonne partie de l'imposition. Le cas québécois est particulier parce qu'il existe au Québec deux régimes d'imposition qui n'existent pas ailleurs au Canada. Donc, comme citoyen québécois, on a à payer des impôts à la fois au gouvernement québécois et au gouvernement fédéral, ce que les autres citoyens des autres provinces n'ont pas à faire. Au final, les Québécois ne payent pas plus d'impôts pour cette raison. Là. Les montants vont de part égale à l'un ou à l'autre. Mais alors, pas moins que le Québec a également fait le choix, au fil du temps, de se doter de services publics d'une qualité qu'on peut dire différente de ce qui est offert dans d'autres provinces. Par exemple, concrètement, je vais vous donner deux exemples. On a mis en place un programme des CPE, les Centres pour la petite enfance, un système de garderie nationale au Québec. Ces garderies d'État sont organisées et les travailleuses en CPE, je dis travailleuses parce qu'essentiellement ce sont des femmes, sont donc rémunérées par l'État québécois. Je ne sais plus exactement combien ça coûte aujourd'hui. Lorsque c'est institué, c'est 5 $ par jour pour tout le monde. Ensuite, ça va monter à 7 $ ou à 10 $. Bon, je vous épargne les détails, j'ai plus d'enfants en âge de garderie, donc j'ai plus ces éléments. Mais aujourd'hui, il en coûte, grosso modo, une dizaine de dollars par jour pour envoyer son enfant à la garderie. En Alberta, si vous choisissez d'envoyer votre enfant à la garderie, si vous êtes dans un grand centre urbain comme Edmonton ou Calgary, il pourra vous en coûter jusqu'à 100 $ par jour, parce que là-bas, tout est privatisé. Donc, vous voyez une bonne différence entre la dizaine de dollars par jour au Québec et la centaine ou le 100 $ jusqu'à 100 $ en Alberta. Évidemment, ça, c'est un choix politique. Au Québec, en général, les Québécois payent plus d'impôts que les Albertains. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Autre exemple, les droits de scolarité. On l'a vu ici au printemps 2012 avec le printemps, ce qu'on appelle le printemps érable. Il y avait des manifestations qui étaient organisées pour maintenir les droits de scolarité à un niveau très bas. Il en coûte au Québec pour les droits de scolarité pour, par exemple, suivre un programme. Imaginons que vous êtes inscrit, vous êtes ici au Collège militaire, ça ne coûte rien évidemment, mais si vous suiviez ce programme à l'étude intensive, par exemple à l'UQAM, il vous en coûterait à peu près 1 500 $ par session. Un même programme offert en Ontario vous en coûterait 5 000 $. En Nouvelle-Écosse, ça pourrait être 6 ou 7 000 $ par année. Donc encore là, c'est un choix politique. Le Québec a choisi de se donner des services sociaux plus étendus, bonifier ces services sociaux, alors que d'autres provinces ont fait le choix de les limiter et privatiser un certain nombre de ces services. Donc, pour compenser pour cela, il existe le programme de péréquation. Donc, les provinces plus riches, et là, c'est un calcul très complexe sur les revenus qui font partie du calcul, ceux qui sont exclus du calcul. Là, rentre là-dedans, par exemple, les revenus que touche l'Alberta pour la production l'exploitation du pétrole, par exemple. Donc, c'est très complexe. Je n'ai pas les détails ici.
Grosso modo, on calcule les revenus des provinces et leurs dépenses, et à ce moment-là, à toutes les années, un montant va octroyer à certaines provinces, et on va collecter en contrepartie certaines sommes d'argent à d'autres provinces. Donc, ça me donne la situation qu'on trouve là, établie par le premier Scott Moe, ici, là, de Saskatchewan. Donc, on a ici en 2020-2021, le Québec toucherait 13 milliards de dollars en péréquation, alors que les provinces n'en touchent pas ou très peu, là, et sinon, le Manitoba va toucher 2,5 milliards. Donc, ça ici, c'est pour le programme de péréquation. Dernier élément qui s'ajoute à la loi constitutionnelle de 1982. Dernier élément, la formule d'amende. Donc, je vous disais, la constitution d'un pays, ou la loi constitutionnelle, c'est la loi des lois. C'est une super loi. Donc, lorsque vient le temps de modifier cette loi, ben, on ne peut pas utiliser une formule ordinaire comme on peut le faire avec les autres lois du Parlement. Les autres lois du Parlement sont modifiables par simple majorité des votes. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'en 2016, j'oublie, lorsque Justin Trudeau, accède au pouvoir, il va modifier la loi criminelle du Canada pour permettre l'usage des drogues douces pour des voies récréatives. Donc, grosso modo, la légalisation, par exemple, du cannabis. À ce moment-là, on va modifier le code criminel. Le code criminel, c'est une loi ordinaire du Parlement. À ce moment-là, une simple majorité de vote au Parlement est suffisante pour modifier cette loi. À ce moment-là, Trudeau était à la tête d'un gouvernement majoritaire, donc il détenait la majorité des sièges en Chambre, donc c'était assez facile de se garantir que son projet de loi allait passer. Tous ces députés ont voté en faveur du projet de loi. Donc, à ce moment-là, on a modifié la loi criminelle pour permettre l'usage récréatif des drogues douces. Mais si on veut procéder à la modification de la Constitution, dans la mesure où la Constitution, c'est la loi des lois, à ce moment-là, on ne peut pas simplement y aller par vote à majorité simple. Ce serait trop facile. Donc, à ce moment-là, on va se doter de ce qu'on appelle une formule d'amendement, c'est-à-dire ici une procédure qui précise, qui fixe des critères beaucoup plus élevés que la simple majorité pour modifier l'amendement. Donc, il y a 4 formules ici, je vous épargne les détails. Là. La formule générale, celle qui s'applique dans tous les cas, sauf exception, c'est la formule générale, celle qu'on appelle la règle du 7-50. C'est-à-dire, si 7 provinces sur 10 s'entendent pour modifier la Constitution, si ces 7 provinces forment au moins 50% de la population canadienne. Donc, grosso modo, la règle du 7-50, c'est pour s'assurer qu'il y a au moins 7 provinces, puis qu'il y a au moins l'Ontario et le Québec dans l'entente. C'est la formule générale qui s'applique dans tous les cas. Si, par exemple, les provinces canadiennes souhaitaient se débarrasser de la vente d'alcool, la vente d'alcool est gérée par les provinces au Canada. On a la SAQ ici au Québec. Les Ontariens ont LCBO, NB Store au Nouveau-Brunswick. Donc, si les provinces voulaient s'en débarrasser puis donner ça au gouvernement fédéral, à ce moment-là, ce serait la règle du 7-50 qui pourrait s'appliquer. C'est la formule générale pour un cas qui n'est pas exceptionnel. La deuxième formule, elle, est plus complexe et elle porte sur des éléments qui sont plus structurels, dans la Constitution canadienne. Donc, des éléments qui sont plus centraux. Hein. Là, on touche dans le cœur de la Constitution. On a, par exemple, la monarchie canadienne. Alors, dans le cas où on voulait abolir la monarchie au Canada et instituer le Canada en république, on pourrait le faire. La Constitution ne l'interdit pas, seulement, c'est la formule de l'unanimité alors qui s'applique. Il faudrait que les 10 provinces, le gouvernement du Canada, le Sénat et le chef d'État du Canada, ici la reine, s'entendent pour cela. Et là, évidemment, vous comprendrez que ce serait assez difficile. Si on veut procéder à un changement dans le statut des langues officielles, si par exemple un gouvernement se faisait élire à Ottawa et décrétait que finalement le Canada, la seule langue officielle au Canada, c'est l'anglais, ce serait pas possible. Ce serait possible, mais à l'aide de la formule de l'unanimité. On peut présumer ici que des provinces telles que le Nouveau-Brunswick et bien sûr le Québec s'y opposeraient. On ne peut pas, par exemple, modifier les institutions du Parlement. Hein, le Sénat, on se rappelle que Stephen Harper, il y a quelques années, avait projeté de modifier le Sénat pour le rendre électif. Les sénateurs, présentement, ne sont pas élus. Ils sont nommés par le gouvernement général, en pratique par le premier ministre. Si on voulait rendre électif la Chambre haute, le Sénat, à ce moment-là, ce serait considéré comme étant une modification de la Constitution touchant le Sénat, et ce serait donc à ce moment-là la formule de l'unanimité qui s'appliquerait. Ce serait très, très compliqué. On a donc vu Stephen Harper faire marche arrière, voyant que c'était à peu près impossible.
si on veut modifier la Cour suprême. Et bien sûr, si on veut modifier la formule d'amendement elle-même. Il ne faudrait pas que par un tour de passe-passe, par une simple majorité, on modifie la formule d'amendement pour rendre plus facile la modification d'éléments qui étaient protégés par la formule de l'unanimité. Donc ici, c'est pour protéger cela. Troisième règle, la formule bilatérale ou multilatérale, c'est lorsque ça touche, par exemple, juste deux provinces. Imaginez-nous, par exemple, le litige que j'ai évoqué plus tôt entre le Québec et le Labrador, quant aux frontières du sud du Labrador. Ben, si, advenant le cas, le Québec et le Labrador se mettaient d'accord là-dessus, ils pourraient, à ce moment-là, procéder rapidement à une modification parce que ça ne concerne que deux provinces. En fait, le dernier cas ici, c'est lorsque ça ne concerne que le fédéral ou qu'une province. Par exemple, en 1998, le Québec a modifié la loi sur l'instruction publique. En 1867, lorsque s'est institué le Canada, on avait déterminé qu'au Québec, il allait y avoir deux systèmes d'éducation parallèles, ce qu'on appelle la commission scolaire catholique et le système d'éducation protestant. À l'époque, on se rappelle que le service scolaire était fondé par l'Église catholique, tout moins pour les catholiques. Donc, on avait inscrit, l'Église catholique voulait inscrire ce privilège dans la Constitution. Donc, ça nous avait donné les commissions scolaires catholiques et les commissions scolaires protestantes. Au fil du temps, c'était devenu désuet. Les commissions scolaires catholiques étaient en pratique des commissions scolaires francophones et les protestants, des commissions scolaires anglophones. Donc, en 98, on a procédé à une modification de la Constitution pour reconnaître, sur une base linguistique, ce partage des commissions scolaires davantage que sur une définition touchant à la pratique religieuse, une dénomination religieuse. Donc, on a procédé ainsi facilement à cette modification. En 98, la ministre de l'Éducation du Québec à l'époque, Pauline Marois, qui par la suite va accéder à la chefferie du Parti québécois et va devenir première ministre du Québec en 2012. Donc, en 98, même le gouvernement fédéral est en mesure de s'entendre avec le gouvernement indépendantiste du Québec pour procéder à une modification constitutionnelle, en dépit du fait que le Québec n'a jamais ratifié la Constitution de 1982, comme on le signait précédemment. Donc, on a, pour résumer ici, on revient en arrière, on se rappelle 1982, c'est-à-dire la loi constitutionnelle de 1982. C'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique, connu sous son titre anglais exclusivement en 67, British North America Act, auquel on a ajouté une charte des droits, la Charte canadienne des droits et libertés, une section sur les droits des peuples autochtones, la reconnaissance formelle du programme de péréquation, ainsi que ce qu'on appelle la formule d'amendement. Ces éléments aujourd'hui, déterminent la loi constitutionnelle canadienne qui prévoit encore en 2021 la loi constitutionnelle de 1982. Bon, poursuivons. Allons-y avec la lecture des premiers éléments de cette Constitution. D'abord, le préambule. On lit, vous allez voir, un jargon constitutionnel, des formules un peu désuètes. On est en 1867. Le langage politique n'est plus le même qu'aujourd'hui. Il s'ajoute à cela, donc, qu'on est dans un jargon constitutionnel propre à un droit bien particulier qui est le droit constitutionnel. Considérant que les provinces du Canada, on se rappelle, en 1840, on a procédé à l'union du Haut et du Bas Canada, Ontario, Québec. Et à ce moment-là, en 1867, les provinces au pluriel ici du Canada désignent ce que vont devenir l'Ontario et le Québec. Donc, considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ont exprimé le désir de contracter une union fédérale pour ne former qu'une seule et même puissance. En anglais, l'expression est Dominion, sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Donc, le préambule fixe d'emblée que le régime fédéral sera celui qui va s'appliquer au Canada. Le Canada sera d'emblée une fédération et la constitution qui sera la sienne s'inspirera directement de celle qui prévaut ou celle qui existe au Royaume-Uni. Mais rappelez-vous, au Royaume-Uni, il n'y a pas de loi constitutionnelle. Il n'y a que des pratiques et des coutumes. Donc, à ce moment-là, la Constitution canadienne a cette particulier, c'est que c'est une loi constitutionnelle qui fixe par écrit, dans le texte, ce qui tient uniquement lieu de simples pratiques en Grande-Bretagne. Donc, c'est un exercice assez intéressant. Et on décrète d'emblée, donc, le Canada va s'apparenter ici explicitement à ce qui prévaut ici en Grande-Bretagne. Le préambule ici précise donc que le Canada sera un dominion et qu'il va s'appeler le Canada. Pardon, excusez-moi.
il va s'appeler à ce moment-là le Canada. C'est un peu plus loin, on ne le voit pas ici. Là. Quelques mots d'abord sur le mot Canada. On s'appelle que lorsque Jacques Cartier débarque au Canada, il est autour de Gaspé, et les Amérindiens qu'il rencontre sur place, ou les Autochtones qu'il rencontre sur place, vont lui indiquer l'existence d'un village plus important dans ce qui est aujourd'hui, qu'à l'époque c'était Stadacone, aujourd'hui la ville de Québec. Donc, Canada aurait désigné la langue huron-iroquoienne de l'époque, simplement un regroupement ou un village. Mais lui, il va utiliser le terme pour désigner l'ensemble du territoire que couvre la vallée du Saint-Laurent, et plus largement par la suite, ce terme va être utilisé pour désigner tout l'ensemble de la colonie française d'Amérique du Nord, couvrant donc le territoire non seulement de la vallée du Saint-Laurent, mais également tout le vaste territoire qui va jusqu'à l'ouest canadien complet, y compris jusqu'en Louisiane, qui est tout l'ensemble de la colonie de Nouvelle-France avant sa conquête par la couronne britannique. Donc le mot Canada vient ici et il est utilisé pour désigner, à partir de 1867, non seulement ces deux provinces qui sont l'Ontario et le Québec, c'est ancien nom, l'ensemble du pays lui-même, de ce dominion, va porter à ce moment-là le nom Canada. Le nom Canada existe déjà, là, il est déjà suffisamment connu, je dirais, sur la scène internationale pour que lorsqu'on le choisisse, cela ait pas mal de soi. Okay? On voit, poursuit le préambule. Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire britannique. Et là, c'est important, il faut bien comprendre. En 1867, il ne s'agit pas encore pour le peuple du Canada de se donner un État à lui. Nous sommes très loin de tout ça, là. En 1867, il y a un empire, l'Empire britannique, qui, à Londres, en métropole, adopte une loi par ses propres parlementaires pour régir les affaires d'une colonie lointaine ou outre-Atlantique, qui s'appelle le Canada. C'est toujours dans l'optique impériale britannique, dans cette perspective, qu'il faut lire l'acte de l'Amérique du Nord britannique. C'est vraiment, il faut bien garder à l'esprit, le référent impérial est dominant à cette époque, lorsqu'il vient le temps de concevoir le Canada. D'emblée, on précise aussi que cela va pour la prospérité des provinces. Donc, pour dire plus simplement, il y a deux principales raisons qui motivent. Donc, vous avez fait les cours d'histoire du Canada, je n'apprendrai probablement jamais, je n'apprendrai rien. On s'appelle qu'en 1867, il y a un voisin qui est incommode au sud, que sont les États-Unis d'Amérique, qui sortent d'une guerre civile, et bon nombre de voix se font entendre aux États-Unis pour en finir avec le Canada, pour envahir le Canada. En 1812, nous avons eu une guerre. 1867, c'est pas très loin. À ce moment-là, bon nombre de parlementaires aux États-Unis, bon nombre de généraux victorieux du Nord veulent en finir avec le Canada en l'envahissant. Donc, une manière habile de solidifier ces colonies britanniques de l'Amérique du Nord, qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Le Nouveau-Brunswick est complètement indépendant du Canada uni, et de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, et tout ça, c'est complètement indépendant. Donc, en les unifiant dans une union, ici une fédération, ça va leur donner une possibilité de pouvoir mieux se protéger. Et l'autre raison, bien sûr, étant de pouvoir favoriser leur développement économique. Cela, bien sûr, on comprendra rapidement, on va mettre en place un chemin de fer qui va partir d'Halifax jusqu'à Toronto. Donc, pour développer l'économie de ces colonies au pluriel britanniques de l'époque. Je poursuis. Considérant de plus qu'il est nécessaire de pourvoir à l'admission éventuelle d'autres parties de l'Amérique du Nord britannique dans l'Union. Donc, d'emblée, on reconnaît que le Canada admettra, au fil du temps, d'autres provinces, d'autres territoires en son sein. Donc, le Canada est d'emblée conçu avec une certaine, je dirais, visée impériale, c'est-à-dire, et on a vu la carte la semaine dernière, au début du Canada, en 1867, c'est seulement la partie sud de l'Ontario, la partie sud du Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est un territoire très petit, très modeste par rapport au vaste ensemble canadien qu'on connaît aujourd'hui en 2021. Mais d'emblée, ces 4 petites provinces-là ont pour ambition d'aller chercher toutes les autres parties du territoire britannique de l'Amérique du Nord pour les intégrer au sein de la Fédération canadienne. Donc, dès le début, là, il y a une visée pour accroître le territoire canadien, de faire du Canada
la seule et véritable colonie britannique en Amérique du Nord. Ça va prendre du temps, il faudra attendre 1949 avant que Terre-Neuve, finalement, se joigne à la Fédération, donc dernière entrée en date. Donc, de 1867 jusqu'à 1949, donc durant toute cette période, le Canada va constamment gruger du territoire, si on peut dire, aller accroître son territoire en intégrant des territoires qui sont sous le contrôle de l'Empire britannique à l'époque. Si je vais avec le préliminaire, donc on y va, le préliminaire nous dit, encore là tout le jargon constitutionnel de l'époque, il sera loisible à la reine, de l'avis du très honorable conseil privé de sa majesté, de déclarer par proclamation qu'à compter du jour et désigné, c'est-à-dire on le sait aujourd'hui, le 1er juillet 1867, les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une seule et même puissance, dominion, sous le nom du Canada. Et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront en conséquence qu'une seule et même puissance, dominion, sous ce nom. Donc, on a déjà parlé du mot Canada, mais fait intéressant ici, vous voyez comment la formule est utilisée. Le Canada existe parce qu'il est loisible à la reine qu'il en soit ainsi. Hein? C'est la reine qui, par proclamation, a institué le Canada. La reine à l'époque, c'est Victoria, la reine Victoria. Donc, parce qu'elle en a décidé ainsi, par son bon vouloir, elle a donné aux Canadiens un État, hein, par sa propre proclamation. C'est un fait distinctif ici des monarchies. On expliquait la semaine dernière que le Canada se distingue des autres États sur la scène internationale dans la mesure où c'est une monarchie, alors que 80-85% des États de la planète sont des républiques. On disait également que ce qui distingue une république d'une monarchie, c'est le fait qu'à la tête d'une monarchie, on trouve un monarque non élu, alors qu'à la tête des républiques, généralement, on trouve des présidents. Généralement également élus à suffrage universel. Suffrage universel indirect, comme dans le cas des États-Unis, avec l'institution du collège électoral, on l'a vu récemment avec l'élection de Joe Biden, ou suffrage universel direct, comme dans le cas de la France, où les citoyens français élisent directement leur président. Donc ça, c'est la première distinction entre monarchie et république. Ben, l'autre grande différence, qui est la plus fondamentale encore, c'est que dans les républiques, on reconnaît que c'est le peuple qui est souverain. Et dans une république, le peuple, c'est le peuple qui se donne un État à lui-même. Un État, la République n'existe jamais que par le bon vouloir du monarque qui donnerait aux citoyens un État. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui se donnent leur État. On va voir ça, on va l'illustrer à travers la lecture du préliminaire de la Constitution française. Donc, le préambule de la Constitution française de 1958 se lit comme suit. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, Déclaration des droits de l'homme, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie. Le peuple français proclame, alors que dans le cas canadien, ce que nous avons, c'est « il sera loisible à la reine de proclamer ». Donc, nous avons deux perspectives radicalement différentes de concevoir l'origine du pouvoir. Dans le cas de la monarchie, c'est le monarque qui octroie des pouvoirs à un peuple, alors que dans une république, c'est le peuple lui-même qui se donne des institutions de son choix en s'instituant en république. Donc, distinction nette ici lorsqu'on lit le préambule de la Constitution canadienne et lorsqu'on lit le préambule de la Constitution française. On pourrait faire la même chose si on s'intéressait à la Constitution américaine, hein? We the people of the United States of America. Hein? Ça commence comme ça. Nous le peuple. Hein? La Constitution allemande se lit comme telle. Toutes les constitutions de toutes les républiques commencent toutes par le peuple tel, proclame telle chose. Donc, c'est le peuple lui-même qui se donne les institutions de son choix. Poursuivons. Donc, on s'appelle, la Constitution vise essentiellement à définir les trois pouvoirs politiques constitués, que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Attaquons-nous d'abord au pouvoir exécutif. Donc, on peut lire, à la reine continueront d'être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada. Bon, bien sûr, on est en 1867.
à ce moment-là, la reine exerce encore en Grande-Bretagne un véritable pouvoir politique, encadré par une pratique parlementaire où le Parlement a certains pouvoirs, mais le chef de l'État ne détient pas uniquement, comme c'est le cas aujourd'hui, que des pouvoirs symboliques. Il exerce vraiment le pouvoir. Et en 1867, au Canada, c'est encore le cas, par exemple, avec le gouverneur général du Canada. On est encore loin du régime démocratique qui est le nôtre, où le chef d'État du Canada n'a que des pouvoirs strictement symboliques, et le chef du gouvernement qui est élu, lui, détient tous les véritables pouvoirs. Et on poursuit. Il y aura, pour aider à viser dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil privé de la Reine pour le Canada. Les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le gouverneur général et assermentées comme conseillers privés. Donc, en 1867, on ne parle pas encore ni du premier ministre, ni du cabinet, ni des ministres. Hein? Dans la Constitution 82, l'acte de l'Union britannique, pour être plus précis, il n'est question que du conseil privé. En pratique, aujourd'hui, en fonction de l'évolution de la démocratie canadienne, le conseil privé existe toujours. Mais le conseil privé, c'est un organe au service du premier ministre et du cabinet aujourd'hui. Le cabinet, qui est constitué des membres du gouvernement, c'est-à-dire les ministres et le premier ministre, aujourd'hui, c'est eux qui exercent véritablement le pouvoir, et non pas le conseil privé. Hein, le président du conseil privé, c'est Dominique Leblanc, le député de Beauséjour au Nouveau-Brunswick. Lui, essentiellement, c'est un organe au service du cabinet. Mais c'est pas lui qui exerce le pouvoir. Mais dans la Constitution canadienne, on voit là ici un rôle très central pour le conseil privé. Encore là, en raison de l'évolution du système politique canadien, ce conseil privé, son rôle a diminué grandement au fil du temps, au détriment du cabinet, qui n'est même pas nommé, hein, mais qui, lui, exerce véritablement le pouvoir. Donc, au Canada, le pouvoir exécutif, c'est pas la reine, c'est pas le conseil privé. En pratique, c'est le cabinet. Donc, le cabinet ici, donc on va le voir ici en quoi il consiste. On connaît des figures, bien sûr, plus connues du cabinet. Par exemple, le premier ministre du Canada fait partie du cabinet. Donc, ici, on le voit. Donc, le premier ministre, très honorable, Justin Trudeau. Donc, sur la pratique ici, les expressions honorable, très honorable et compagnie, en fait, c'est une convention britannique qui fait en sorte que les membres du conseil privé portent le titre d'honorable. Le premier ministre, on le qualifie généralement de très honorable. Et on réserve pour le gouvernement général l'expression son excellence. C'est une convention, là, c'est pas inscrit. Au Canada, on l'a préservé. Au Québec, on l'a aboli en 1868. C'est pourquoi aujourd'hui, le premier ministre du Québec ne porte pas le titre de très honorable, nous-mêmes honorable. Il est simplement premier ministre du Québec. Donc, c'est une pratique qui prévaut encore au Canada. On va l'entendre, là. Donc, honorable, très honorable et compagnie, là. Donc, lorsqu'on défile ici, donc, vous voyez la liste des ministres. Donc, le très honorable premier ministre du Canada, la vice-première ministre, ministre des anciens combattants, ministre associé de la Défense nationale. Donc, il y a des ministres associés, il y a des secrétaires parlementaires, donc une différente hiérarchie au sein du cabinet. Les ministres en titre sont ceux qui jouissent des plus grands pouvoirs. Ensuite vont venir les ministres associés. Après ça vont venir les secrétaires parlementaires. Dominique Leblanc, dont je parlais tantôt, qui est le président du conseil privé, mais également ministre des Affaires intergouvernementales. Donc, certains sont plus connus. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. Marc Garneau, un ancien du collège, ministre des Transports. Marc-Claude Bibeau, donc Mélanie Joly. Donc, on a ici la liste ministre de la Défense, Arjit Sajjan, ministre de la Défense nationale. Donc, on a ici tous les gens qui sont membres du cabinet, donc qui sont ministres. Eux exercent au Canada le pouvoir exécutif. Ce n'est pas le chef du Canada, ce n'est pas la reine du Canada, ce sont eux qui exercent véritablement le pouvoir au Canada. Et ils sont redevables à la population canadienne. C'est souvent le principe de la responsabilité ministérielle. S'ils font des gaffes, par exemple, ils sont tenus de démissionner. On reviendra plus tard sur cette question du parlementarisme. Donc, en dépit de ce qui est écrit dans la Constitution, j'insiste, parce qu'évidemment, entre la Constitution et la pratique constitutionnelle, il y a une marge. Au Canada, donc, le véritable pouvoir est exercé par le cabinet, non pas le conseil privé de la reine. On poursuit ici dans la description du pouvoir, le pouvoir exécutif. À la reine continuera d'être, et est par la présente attribué, le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales au Canada. Donc, c'est intéressant. On sait que le Canada va se doter d'une marine seulement en 1919. Mais là, on désigne quand même la reine du Canada comme étant commandant en chef des forces armées canadiennes. Comme à l'époque, bien sûr, il n'y a pas l'aviation.
ouais, les ministres de terre et la marine. Donc, il n'y a pas de l'aviation. Mais en pratique, donc, c'est la reine qui est commandant en chef des forces armées canadiennes. C'est la raison pour laquelle, lorsque, dans quelques années, dans 3 ans d'ici là, vous allez obtenir sur la parade, pour ceux qui sont encore là, je vous souhaite, votre brevet d'officier, ben, ce brevet vous sera émis par la reine du Canada. Hein, c'est bien elle qui va le signer, en fait, ça va être le commandant général. Donc, vous allez obtenir votre brevet d'officier parce que c'est elle qui commande les forces armées canadiennes. On a la structure hiérarchique militaire. À la tête des forces armées canadiennes, il y a la reine, représentée en général par le ministre de la Défense, mais plus précisément par le premier ministre. En pratique, le commandant en chef des forces armées canadiennes, c'est le premier ministre, c'est pas la reine, on s'entend. Mais symboliquement, c'est encore la reine. Ensuite, en dessous, on a le chef de la Défense nationale. Le chef de la Défense nationale, le chef d'état-major, donc le CDS, lui, ne commande pas les forces armées canadiennes. Okay? Il y a un commandant pour chacune des unités. Donc, un commandant pour l'armée, le commandant de l'armée canadienne, le commandant de l'aviation royale canadienne, le commandant de la marine royale canadienne, le commandant des opérations spéciales. Mais eux exercent le commandement seulement dans leurs armes à eux. Il n'y a pas de commandant suprême parce que ce commandant suprême appartient à la reine du Canada. Jusqu'à ce qu'il en place de la reine, d'ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada. Donc, c'est intéressant. Le choix d'Ottawa, d'abord. La capitale du Canada avait été jusqu'à présent, si on s'intéresse au Canada uni, là, elle avait alterné entre Québec, Montréal, Kingston et parfois même Toronto. On se rappelle que en 1842, si ma mémoire est bonne, le Parlement, à ce moment-là, siégeait à Montréal et le Parlement canadien avait voté à ce moment-là des indemnités pour précisément compenser pour les pertes encourues par les troubles des rébellions des Patriotes. Et on sait qu'à ce moment-là, certains commerçants de Montréal, pourtant sympathisants de la cause des Patriotes, avaient obtenu une compensation de la part du gouvernement pour compenser pour leurs pertes encourues par les troubles. Les Canadiens anglais orangistes, à ce moment-là, avaient été si offusqués par la démarche qu'ils avaient tout simplement décidé de brûler le Parlement. Donc, on avait un Parlement à Montréal, il a été brûlé, et historiquement c'est avéré, par des orangistes qui n'ont jamais accepté que le gouvernement canadien compense certains Canadiens français pour les pertes encourues à la suite des rébellions des Patriotes. À partir de ce moment-là, le Parlement va siéger Kingston, Québec, Toronto et compagnie. Lorsque, par exemple, on adopte la Constitution le 1er juillet 1867, c'est ce qui est aujourd'hui devenu la mairie de Kingston qu'on va déclarer le Canada. C'est le 1er juillet 1967. Le Parlement, à ce moment-là, du Canada uni, siégeait à ce moment-là à Kingston. Donc, et on va choisir Ottawa, d'abord, pour plusieurs raisons. C'est d'abord une ville moins importante que les autres. Donc là, imaginez la chicane dans toutes ces villes-là pour avoir le Parlement. Donc, on choisit une autre ville, Ottawa, à l'époque qu'on appelle Bytown. Mais c'est surtout aussi pour des raisons géopolitiques. Ottawa est à distance de la frontière des États-Unis. Okay? Pas très loin, mais quand même à distance. Mais elle est quand même accessible parce qu'on va y construire le canal Rideau qui relie Kingston à Ottawa. Donc, à la fois à une certaine distance géostratégique, mais aussi quand même accessible. Et aussi, Ottawa se trouve a le privilège d'être situé à mi-chemin, du moins à la frontière, entre le Québec et l'Ontario. Bon, le Canada aurait pu choisir de décréter Ottawa comme un district fédéral, comme dans le cas, par exemple, de Washington aux États-Unis. Certaines villes ont cette particularité que les capitales sont reconnues comme étant des districts fédéraux, donc appartiennent pas aux autres provinces autour, elles ont un statut particulier. Donc là, Ottawa, c'est une ville ordinaire de la province de l'Ontario, mais qui a ce statut particulier d'être la capitale fédérale du Canada. On a le même principe en Australie, hein, où on aurait pu choisir, on a nommé Canberra et pas Melbourne ou Sydney, qui sont des villes plus importantes, comme étant la capitale. Donc, c'est une pratique un peu anglaise. Même chose en Afrique du Sud. On a choisi Pretoria au lieu de Johannesburg ou Cape Town pour devenir la capitale. Donc, on choisit une ville de moindre importance. C'est une pratique un peu anglaise. Je t'explique pas, mais dans ce cas-ci, le Canada, on a choisi Bytown, qui va devenir par la suite Ottawa, qui on écrit à la façon anglaise Ottawa,
mais qui en réalité désigne la même chose que ce qu'on nomme en français Outaouais. Outaouais, Ottawa sont la même chose. On a conservé la graphie anglaise pour nommer la capitale. On aurait pu, si on la francisait, on nommerait donc la ville d'Ottawa Outaouais. Poursuivons. Donc, au Canada, la reine, qui exerce le pouvoir exécutif au Canada, ne peut pas toujours être au Canada, bien sûr, on comprendra bien. Elle est à la tête de 16 autres États. Elle a donc, la pratique veut qu'elle nomme un gouverneur général. Le gouverneur général exerce les pleins pouvoirs de la reine ou du roi au Canada. Au fil du temps, son pouvoir va décroître grandement. Si bien entre le pouvoir qui était celui, par exemple, d'un Lord Yeager en 1869 et celui d'aujourd'hui Julie Payette, il y a une grande marge, parce qu'aujourd'hui, les gouverneurs généraux ne s'immiscent plus dans le jeu politique du Canada. La dernière fois qu'il y a eu un incident où un gouverneur général s'est immiscé dans la politique canadienne, c'est lors de l'événement, le fameux événement Byng-King, qui avait opposé Mackenzie King à Lord Byng, un ancien militaire de carrière. Et à ce moment-là, Lord Byng avait dû concéder que son pouvoir était strictement symbolique. C'est la dernière fois qu'un gouverneur général s'est immiscé dans les affaires politiques. Après cela, tous les gouverneurs généraux du Canada vont détenir un pouvoir strictement symbolique. Parmi ces gouverneurs généraux qu'on reconnaît plus importants, peut-être plus importants, plus influents que d'autres, Vincent Massé, à qui l'on doit par exemple un nom de building à Kingston au collège militaire, premier gouverneur général francophone. On a ici Vanier aussi, plus loin après, également un francophone qui va l'être, un des fondateurs du Royal 22e Régiment. La première femme, Jeanne Sauvé, qui va devenir ici gouverneur général du Canada en 1984. En 2005, on a Michaëlle Jean, une autre femme. Donc la première, Adrienne Clarkson, qui est d'ascendance mixte. Ici, la première noire à être nommée gouverneur général du Canada. Et on a donc depuis 2000, ici Julie Payette qui occupe cette fonction depuis 2017-2018. Donc, Julie Payette est actuellement la gouverneure générale du Canada. Vous reconnaîtrez ici l'uniforme qu'elle porte. En sa qualité de commandant en chef des Forces armées canadiennes, elle a le privilège de pouvoir porter l'uniforme de son choix. Donc, dans le cas de certaines parades, elle portera l'uniforme de l'aviation. Dans d'autres cas, vous allez la voir portant l'uniforme de l'armée, voire même l'uniforme de la marine canadienne. Je ne l'ai jamais vu encore porter l'uniforme des forces spéciales, mais ça pourra venir un jour. Donc, elle a ce privilège de pouvoir le porter. On reconnaît également sur son uniforme ses ailes de pilote de navette spatiale. Donc, des ailes de pilote un peu spéciales, ainsi que d'autres médailles qui l'ont été octroyées dans le cadre de son service lorsqu'elle était astronaute. Donc, encore là, j'insiste, elle n'a qu'un pouvoir que symbolique. Elle n'exerce aucun pouvoir réel politique. Pouvoir législatif. Donc, on a déjà discuté du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, on décrète d'emblée qu'il y aura pour le Canada un Parlement qui sera composé de la reine, d'une chambre haute appelée le Sénat et de la Chambre des communes. Donc, ça, c'est pas compliqué. C'est la composition du Parlement canadien. Le Parlement, ce sont ces trois éléments. La reine, Chambre des communes et le Sénat. Encore là, on reprend la pratique constitutionnelle qui prévaut en Grande-Bretagne. On répète l'expérience de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a une chambre haute qu'on appelle le House of Lords, qu'on appelle au Canada le Sénat. On a également une House of Commons, qu'on appelle au Canada la Chambre des communes. Le House of Lords, c'était la chambre du Parlement qui était réservée à l'origine aux membres de la noblesse, les lords, ou les seigneurs, on pourrait dire, alors que le House of Commons était la chambre basse du Parlement, qui, elle, était réservée pour les gens qui ne faisaient pas partie de la noblesse, les roturiers, donc les gens ordinaires, les commoners, donc le commons. Donc, aujourd'hui, la pratique est abolie puisqu'il n'existe plus de noblesse comme telle, du moins au Canada, il n'y en a pas. Mais le Sénat a gardé cette particularité que les membres ne sont pas élus, alors que la Chambre des communes, ses membres sont élus lors de scrutins généraux ou dans le cas d'élections complémentaires. Autre particularité, en ce qui concerne la composition du Sénat. Donc, on sait, on reviendra sur cette particularité sur la question du parlementarisme canadien. À la Chambre des communes, on a eu des députés sur la base de circonscriptions électorales. Alors qu'au Sénat, les membres du Sénat, les sénateurs, sont nommés, ne sont pas élus, ils sont nommés sur la base de 4 divisions régionales. Donc,
c'est pas la même organisation. Les sénateurs sont là et ils sont là pour représenter les intérêts de leur division, c'est-à-dire de leur région. Qui sont l'Ontario, le Québec, les Maritimes, province de l'Ouest. Donc, vous êtes un sénateur du Québec, vous êtes un sénateur de l'Ontario ou des autres circonscriptions, des autres divisions, alors que les députés sont, par exemple, dans le cas du Justin-Trudeau, il est député de Papineau, la circonscription de Montréal, alors que, par exemple, Yves-François Blanchet est député de la circonscription de Chambly, la circonscription juste à côté ici, à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y a des circonscriptions qui sont beaucoup plus petites, alors que les sénateurs qui sont nommés, eux, représentent des régions ou des divisions. Ils ne représentent pas des circonscriptions. Okay? Et ils ne sont pas élus, ils sont représentants nommés. Au départ, il est prévu dans la Constitution que le Québec se dote également de 2 chambres au Parlement. Une chambre haute et une chambre basse, qu'on appelle à ce moment-là l'Assemblée législative et qu'on appelle le Sénat. Donc, le Sénat et l'Assemblée législative. En 1968, le Québec va procéder à une modification de la Constitution. Il va simplement abolir le Sénat québécois. Donc, depuis 68, il n'y a plus de Sénat au Québec. Et à ce moment-là, l'Assemblée législative du Québec va changer de nom et on va l'appeler, sous l'inspiration du modèle français, Assemblée nationale. Donc, on a au Québec l'Assemblée nationale qui nomme, dans les autres provinces, simplement les assemblées législatives. L'Ontario, on appelle ça simplement l'Assemblée législative de l'Ontario. Le Québec, on l'appelle l'Assemblée nationale. On poursuit. La durée de la Chambre des communes ne sera que de 5 ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plutôt dissoute par le gouverneur général. Donc, dans la Constitution canadienne en 67, on prévoit que la durée d'un mandat pour les élus de la Chambre des communes sera de maximum 5 ans. En pratique, toutefois, des élections avaient lieu à toutes les 4 ans. C'est pas inscrit dans la Constitution 4 ans. C'était simplement une pratique. Et on voulait également, la pratique est inscrite jusqu'à l'adoption tout à fait récente d'une loi qui fixe à ce moment-là les élections à une date prédéterminée. Il appartenait au gouvernement de déterminer quand il voulait entrer en élection autour de 4 ans. Donc, évidemment, c'est une décision importante parce qu'en fonction du jeu, l'évolution des sondages, un gouvernement avait avantage à déclarer des élections dans une période qui lui était favorable. En 2016, on a procédé à une modification et on a adopté ce qu'on appelle les élections à date fixe, si bien qu'aujourd'hui, les élections sont fixées à date fixe au Canada et elles ont lieu effectivement à tous les 4 ans. Mais dans la Constitution de 1867, il était prévu une durée maximale de 4 ans. On va revenir sur la question du système électoral un peu plus tard. On aura une séance qui va être consacrée, donc on pourra revenir dans ces détails. Tout bill, donc c'est tout projet de loi, toute loi, tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portion quelconque du revenu public ou la création de taxes ou d'impôts devra originer dans la Chambre des communes. Et là, ça, c'est vraiment une particularité propre au parlementarisme. Tout ce qui a trait au budget doit nécessairement émaner de la Chambre basse et non jamais du Sénat, et encore moins de la Reine. Ça, c'est vraiment un privilège propre à la House of Commons britannique, tout ce qui a trait au budget. Et le budget doit être adopté une fois l'an, pour le budget annuel. Donc, pourquoi? C'est pour empêcher que le chef du gouvernement, ou le chef de l'exécutif à l'époque, la Reine, gouverne en se passant de la Chambre des communes. En obligeant l'adoption d'un budget une fois l'an, cela obligeait nécessairement le chef de l'exécutif à convoquer le Parlement au moins une fois par année. Donc, c'est une manière de garantir une répartition du pouvoir. Donc, tout ce qui a trait au budget, vraiment tout ce qui a trait au budget, relève précisément ici de la Chambre des communes. Ça, c'est vraiment propre au parlementarisme britannique. Voilà ce qui conclut cette première partie dédiée à la Constitution canadienne. La semaine prochaine, on poursuit avec la répartition des pouvoirs, donc le cœur de la loi constitutionnelle de 1982, qui sont les articles 91 et 92. Merci, à la semaine prochaine.